Voici une question d'examen incomprise qui a pris tout son sens une fois dans la recherche. Mabakari, docteur en psychologie clinique, psychologue, psychothérapeute, je suis d'origine iranienne et zoroastrienne. Mon sujet de thèse était d'étudier les effets traumatisants d'une inculturation forcée chez les jeunes entre 20 et 35 ans, nés ou grandis après la révolution 1979 en Iran. Donc aujourd'hui, je vais vous parler juste de l'originalité de ma méthodologie construite. Pour interroger les jeunes sur eux-mêmes, dans un environnement où toute expression de soi, en dehors des lois punitives et des interdits, était extrêmement difficile. Donc, il me fallait inventer, construire une méthodologie adaptée à cet environnement particulier, avec le soutien de mon directeur de recherche, ainsi que le talent d'un dessinateur. J'ai mis en scène 25 questions ouvertes sous forme de dessins. Et donc, dessins projectiles. Donc, ils avaient pour objectif de favoriser les phénomènes d'identification, de projection, ainsi que l'association libre et la production des représentations personnalisées. Le résultat était surprenant, riche et très profond. Ils m'ont permis à dessiner mon plan de thèse et déterminer mon champ d'épistémologie. Alors aujourd'hui, je suis à la recherche. C'est fini? Tout bon. Merci. Je reste à votre disposition à la fin pour voilà, échanger et de vous montrer les dessins si vous le souhaitez. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je m'engage à ce que dans 2 minutes, l'ambiance soit devenue un peu plus électrique. Je me présente, je m'appelle Aurélie Barrault, je suis ingénieure en télécommunications, reconvertie en 2010 dans la recherche en sociologie. Et donc je suis déterminée à soutenir ma thèse fin 2014. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter cette recherche qui a pour point de départ un élément matériel, le moteur électrique, autour duquel s'est construit entre 1881 et 1900 l'industrie électrique en France. Alors, cette recherche, elle va tourner autour des points suivants. Quelles étaient les conditions énergétiques en France à la fin du XIXe siècle? Sur la base de quel savoir les ingénieurs de cette époque se sont basés pour concevoir les moteurs électriques? Et enfin, qu'est-ce ou qui est-ce que ces moteurs électriques ont remplacé? Donc la réponse à ces questions va m'amener à démontrer qu'il est possible de comprendre sociologiquement une industrie à partir d'un objet technique. Voilà. Alors pour celles et ceux qui n'auront pas été foudroyés par cette courte présentation, je vous invite à ce qu'on en discute plus en détail autour du cocktail à 18h. Merci. Bonjour. Alors moi je suis venue vous voir aujourd'hui. Écrivez mon nom de famille pour 2 bonnes raisons. Premièrement, il est extrêmement compliqué. Deuxièmement, je n'ai absolument pas de carte de visite. Je suis venue vous voir parce que mon but aujourd'hui, j'ai fini mon doctorat il y a 2 mois. Depuis, je ne fais que dormir. Ça me fait du bien. J'hiberne. Et je suis venue vous voir parce que j'ai un parcours qui est un peu atypique, un peu spécifique. Et aujourd'hui, suite à toutes les discussions que vous avez entendues avant, mon idée c'est de partir à l'étranger, ne serait-ce que pour quelques mois. Alors je vais vous expliquer, on va jouer à un petit jeu neuroscientifique, l'effet de primauté, l'effet de récence et l'effet de primauté. Le but du jeu, c'est que vous reteniez la première information que je vous donne, c'est-à-dire le petit cerveau qui est là-haut, qui correspond aux neurosciences, et la dernière info qui est que je voudrais partir faire une carrière à l'international, en Allemagne ou au Québec. Jusque-là, on est bon. Entre les deux, je vais vous expliquer. Je suis partie des neurosciences, j'ai travaillé avec des patients dans les hôpitaux,
tous les patients qui avaient des troubles neurologiques, ça va de Alzheimer à l'épilepsie en passant par Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, etc. De toutes ces connaissances, je suis partie chez les pompiers. Les pompiers ne sont pas des patients cérébro-lésés, qu'on soit d'accord. Ils avaient besoin d'aide pour comprendre comment adapter les outils de réalité virtuelle pour les formations de pompiers. De là, les pompiers m'ont bien amusé. Je suis partie voir les pilotes chez Airbus, où j'ai fait ma thèse, une thèse de CIFRE, donc c'est financé par l'État. Je suis partie chez Airbus, j'ai compris que c'était très intéressant, j'ai travaillé sur la fatigue des pilotes dans les cockpits, et maintenant ce que je voudrais, c'est aller travailler pour adapter l'outil pour les médecins, d'où les jolies petites mains de chirurgiens qui sont là, et de préférence à l'étranger. Donc voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je serai là après, ce sera bien plus sympa de discuter autour d'un verre. Voilà, merci. Bonjour, Magali Couret, je suis juriste en entreprise et jeune chercheur en droit. Mon projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de faire évoluer le rôle du juriste et par conséquent du droit dans un domaine bien particulier, le soutien en patrimoine artistique. Et le soutien au patrimoine artistique, surtout dans l'espace public. Qu'est-ce que c'est que ce patrimoine? C'est l'art dans la ville, c'est l'art que chacun de vous expérimente au jour le jour, en prenant le tramway, le métro, en allant travailler, en allant à l'université, ou encore en allant se balader le dimanche au bord des berges de Seine. Concrètement, ce sont des statues, des installations, des couleurs, des éléments du paysage, des passerelles, des bancs, des luminaires, etc. L'art aujourd'hui, c'est un moyen fort utilisé dans les politiques urbaines pour créer du lien social entre les habitants, créer du bien-être, réenchanter la ville et dans cette société en quête de repères. Dans ce contexte, l'œuvre d'art devient bien plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un projet à part entière, de plus grande ampleur, qui mène les questionnements et l'intérêt de nombreux intervenants, politiques, urbanistes, architectes, bien évidemment les artistes et aussi les habitants. Pour mener à bien et à terme ces projets complexes, dans lesquels beaucoup de règles s'enchevêtrent, un cadre juridique simple et stable est nécessaire. Et aujourd'hui, ce cadre est un peu compliqué, parfois incomplet ou limitatif. Ce que je propose, c'est de travailler sur des techniques contractuelles, sur le vocabulaire utilisé pour simplifier, pour sécuriser, pérenniser les relations entre tous ces acteurs et pour améliorer le financement des projets. Mais aussi de réfléchir de manière proactive sur les textes de loi pour décloisonner toutes ces initiatives et enfin faire des propositions concrètes à tous ces commanditaires de l'art que sont les collectivités territoriales, les mairies, les conseils régionaux, sociétés d'aménagement et j'en passe. Je crois que le droit peut être un vecteur de soutien à la création artistique, aux artistes qui créent notre patrimoine futur et aux regards qui seront portés sur nos vies demain et même sur nos habitudes de vie. Il est temps de changer certaines pratiques, faisant place à la créativité dans le droit, oui, c'est bien possible. Et merci pour votre écoute. Si jamais ça vous a intéressé, nos coordonnées sont là et on se voit tout à l'heure. Souffrira dans sa vie d'une maladie mentale. Je viens de commencer un doctorat en sciences de l'éducation à Paris 10 sur le thème de la professionnalisation des infirmiers en psychiatrie, parallèlement à une activité de consultante en gestion des compétences. Mon objectif est, bien entendu, d'accompagner, de trouver un moyen d'accompagner efficacement la professionnalisation des infirmiers en psychiatrie. Alors pourquoi ? Tout commence en 1992 avec la suppression du diplôme d'infirmier de secteur en psychiatrie. Nous sommes passés d'une formation spécifique de 4000 heures en santé mentale à une formation générale avec 400 heures dans le même domaine. Depuis, les établissements ont mis en place des actions de formation, de tutorat, mais ces actions sont vraiment difficiles à réaliser faute de budget, de personnel et de temps. Parallèlement à ce constat, eh bien, il ressort que les savoirs du patient sont de plus en plus reconnus. On parle de patients usagers, de patients partenaires, et ce constat eh bien, nous amène à repenser le rôle des soignants dans l'hôpital. Ainsi donc, plusieurs questions se posent. Quelles modalités de professionnalisation mettre en place quand les effectifs sont réduits et les opportunités de transmission des savoirs limitées?
Quelle place occupe le patient dans la professionnalisation des infirmiers? Quel rôle pour les infirmiers face à la reconnaissance progressive des savoirs experts du patient? Ma conviction, c'est que cette professionnalisation doit reposer sur 3 leviers au moins. L'organisation de l'apprentissage en situation de travail, l'autonomisation du soignant dans son apprentissage et la prise en compte des savoirs experts du patient. Donc si comme moi, l'apprentissage vous passionne et l'envie de former efficacement vous préoccupe, eh bien rejoignez-moi au cocktail ou contactez-moi par mail ou par téléphone. Voilà, merci à vous. D'un sujet unique au monde. Je m'appelle Wiesława Choleva et je suis linguiste. Je me suis posé la question comment aider une langue à renaître de ses cendres. Je prépare avec mes collègues une grammaire et un dictionnaire pour la communauté Kachub. Le Kachub est une langue slave, la dernière langue poméranienne encore parlée en Pologne. Elle est classée comme rare et en danger par l'UNESCO selon le rapport de Tapanissa-Salminen. Depuis la signature et la ratification par la Pologne de la Charte des langues régionales et européennes, le Kachub connaît une reconnaissance certaine et renaissance. À la création du Conseil scientifique de la langue Kachub, les travaux de normalisation ont commencé. Un travail titanesque de construction d'une référence officielle dont une langue a vraiment besoin. Grâce à cette référence officielle, la langue peut non seulement avoir un support très concret et visible sous forme de grammaire manuelle, mais elle a aussi une statue d'une langue comme les autres, comme l'anglais, l'espagnol, le finnois, russe et autres langues. Chaque année, le Conseil scientifique publie un compte-rendu des décisions prises par les sous-commissions qui s'occupent par exemple de la terminologie des médias, de l'administration et aussi la promotion de la langue. La bibliothèque du Congrès américain à Washington lui a attribué le code ISO dit Alpha 3 qui permet par exemple le traitement et échange d'informations qui est utilisé par exemple dans la classification des documents type bibliothèque. Une demande croissante d'enseignants du Kachub, par exemple, aussi bien en Pologne qu'en diaspora, par exemple au Canada, nous montre une urgence d'un support fiable et consultable par n'importe quel locuteur et à n'importe quelle partie du monde. Donc il y a vraiment une urgence, puis on connaît une langue, puis on vit avec soi-même et avec les autres. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc pour rappeler la modalité, le temps que la prochaine table ronde s'installe. Donc en fait vous avez les 7 pitchers ici qu'on peut remercier. Il suffit juste d'envoyer sur le numéro de téléphone en bas là le pitch et le numéro du pitch que vous avez préféré. Voilà, merci. Merci à tous et bravo, c'est vraiment un exercice.